Oui. Comment on a trouvé la valeur de K1, K2? Je répète, K1. Je prends 1 et je saute 1. Je prends 1 et je saute 1. Je saute 1 et je prends 1, je saute 1 et je prends 1, je saute 1 et je prends 1, saute 1 et prends 1, je saute 1 et je prends 1, je saute 1 et je prends 1. Voilà. Et on va calculer le nombre de 1 dans les parties sélectionnées. Juste ce qu'on a sélectionné, tout simplement. Donc on a combien de 1? On a 1, 2, 3 et 4. Donc on a 4 1 parmi les cellules sélectionnées, bien les bits sélectionnés. Donc c'est pour cela qu'on a eu 0. Et pour K2, on commence à partir de K2 et on prend 2. On sort 2, on ne prend pas ces 2, donc on prend ces 2 suivants. On sort ces 2 et on prend ces 2. On sort ces 2 et on prend ces 2 et on sort ces 2. Et on calcule parmi les bits sélectionnés, on a combien de 1. Ici on a 1, on n'a pas de 1 ici. Ici on a un seul 1. Alors deuxième 1, c'est ça, et le troisième 1. Donc on a un nombre impair de 1. C'est pour cela on doit mettre ici 1. D'accord? Et la même chose pour K4 et K16. Juste pour K4, je prends 4 et je saute 4. Et je prends 4 et je saute 4. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers le calcul. Donc on a bien calculé. Donc il faut juste remplacer ici K1 par 0. D'accord? Et K2 par 1. Et ça c'est 0. K4, 1. Ici on écrit 1. 1. Et 0. K8 est égal à 1. Et là c'est 1. 1. 0. 1. 1, 1, 0, 1, 1. Et voilà, donc ça c'est ça le message à envoyer. D'accord? C'est ça le message à envoyer, c'est M'. Donc après avoir calculé les KI, on trouve le message à envoyer qui est M'. D'accord? Alors ensuite, quelle étape? Vous parlez de quelle étape? Oui, c'est ça. On a déjà calculé. On a déjà calculé. Ah, pardon. J'ai oublié. Oui, K8. Alors K8, c'est ça. On prend combien? On prend 8. Ça veut dire ici on prend 8. Ça c'est 4. Voilà, c'est ça. Donc combien de 1 on a? On a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on met 1. Et voilà, c'est ça. C'est ce qu'on vient de mettre ici. Donc, je peux modifier la couleur ici pour mieux voir les choses. Ça, ce qui est en bleu sont les KI. Ok? Donc c'est ça, ce sont les KI que vous voyez. Alors maintenant, ça c'est le message à envoyer. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ce message? Regardez, je reviens à mon exemple de la dernière fois. Donc le message à envoyer, c'est ça. Donc après avoir calculé les K1, K2, K4 et K8. D'accord? On a trouvé 1, 0, 1, 1. Et on a placé les 1, 0, 1, 1 à l'intérieur de notre, message M. D'accord? Alors ensuite, quand le destinataire reçoit le message, il vérifie la parité.
détecte l'erreur et enfin le corrige. Donc soit le message envoyé précédemment. C'est ça, n'est-ce pas? Alors on change un bit numéro 7 par exemple, et on essaie de voir si la méthode de Hamin va le corriger. Alors regardez le bit 7. Supposons qu'on a envoyé un 1 et on a mis à la place de 1 un 0. Cela veut dire qu'il y a une erreur. Maintenant, nous allons voir est-ce que le code Hamin va vraiment détecter la position de l'erreur ou non. Alors, comment faire? Alors, les bits de parité ne sont pas comptés, bien sûr. Et regardez, qu'est-ce qu'on fait? On considère que ça, c'est K1, n'est-ce pas? Ça, c'est K1 normalement. Pourquoi il est 1? C'est parce qu'il y a un nombre impair de 1 ici. Et si on calcule, bien sûr, on ne compte pas le 1 ici. Je répète plusieurs fois. On ne compte pas des bits de parité. Ça veut dire les K1, on ne les compte pas. Et le 1 que vous voyez ici, c'est le K1. Et ça, c'est le K2. Ça, c'est le K4. Et ça, c'est le K8. Et lors de l'examen, il vaut mieux d'utiliser les stylos coloriés afin de bien, pour ne pas oublier les K. Les K. Alors, on a ici K1 et on va vérifier. Est-ce que c'est vraiment, ça doit être 1 ou non? Est-ce que le 1 est vrai ou non? Qu'est-ce qu'on vérifie? On a ici premier 1, deuxième 1, et ça y est. Donc, on a un nombre pair de 1. Par contre, ici, on a un 1. Donc, bien sûr, il y a une erreur au niveau de K1. D'accord? Une erreur au niveau de K1. OK? Ensuite, pour K2. Pour K2, qu'est-ce qu'on prend? 2 et on saute 2. On prend 2 et on saute 2. Ici, on a combien? On a 0. Et là, on a combien? On a 1. J'ai dit, on ne doit pas compter ça. Donc, on prend ce 1, premier, et ça, c'est le deuxième, et ça, c'est le troisième. Donc, on a combien de 1? On a 3 1. Par contre, ici, on a 0. Normalement, ça doit être 1. Donc, il y a une erreur au niveau de K2. D'accord? Et finalement, pour K8, pour K4, pardon, avant de finir, il y a encore K4. Le K4 est égal à 1. Alors, je prends ça, je saute ça. Le 1 veut dire que le reste contient un nombre de 1 impair. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un nombre pair. On a seulement de 1. Parce qu'il y avait une modification ici. On a seulement de 1. Donc finalement, on a une erreur au niveau de K4. D'accord? Et pour K8, qu'est-ce qu'on voit? À partir d'ici, on a un 1. On a combien de 1 ici? On a un nombre impair. Et c'est bien, on a un ici. Donc, puisqu'il y a un nombre impair, et c'est bien, on a ici un 1, cela veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, K8 est juste, donc il n'y a pas d'erreur au niveau de K8. D'accord. Comment je peux maintenant savoir que c'est le 7e bit qui est erroné? Tout simplement, on fait la somme. La somme des positions des indices, ou bien la somme des indices de K. Donc, on a l'erreur au niveau de K1. Donc, je prends 1 plus 2 plus 4. Et on obtient 7. C'est exactement dans le bit numéro 7 qu'on a le problème. D'accord? Ok, alors vous devez vous-même maintenant trouver l'erreur. Alors je vous donne un code, comme ça par exemple. Voilà.
Alors, s'il vous plaît, la première des choses que je vous demande à faire, c'est de calculer les KI. K1, K2, K4 et K8. Allez-y, vous avez ce code. Essayez de calculer maintenant. Bon, je répète, on a calculé les cas. Donc, on a obtenu ici. Oui, regarde. 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 Je prends ces deux. Je prends encore ces deux. Je prends ces deux. Je prends ces deux. Je prends ces deux. Et le dernier. D'accord? On a combien ici? Un premier. Ah, peut-être il y a une erreur. Au départ, on n'a pas compté bien, on n'a pas bien compté K2. Alors, si je reviens ici, vers K2, je prends ça, je saute ça, je prends ça et je saute ça, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et voilà, donc si on compte bien, on peut trouver 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça. Je répète. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a mis 1 dans K2. Parce que le nombre est impair. Mais si on recompte ici, en prenant 2 à 2,
Oh non. Voilà. Voilà. On compte combien de 1 maintenant? Ça, c'est K2. On ne compte pas. 1, 2, 3 et 4. C'est ça. Normalement, ça, c'est un seul 1. Donc, on saute ces deux. Ces deux sont sautés. Donc, on ne les compte pas. Donc, je répète. 1, 2. On le compte, bien sûr. Regarde, on a combien de 1? 1, 2, 3. C'est ça? Ici, on n'a que des zéros. Comment? Non, c'est pas 5. Est-ce que tu as compté ce 1? C'est Tiada. Mais non, j'ai vu. Oh, regardez, je viens de dire plusieurs fois. Les bis de parité ne sont pas comptés. Les cas, on ne les compte pas. Mais les cas. D'accord? C'est pour ça, si tu ne comptes pas le cas 2, parce que c'est le résultat du calcul, du premier calcul. Donc, on ne compte pas le cas 2. Ça, c'est le 1 que tu vois ici, c'est le cas 2. D'accord? C'est le cas 2. Donc, on ne compte pas. On compte seulement les bits de message de M, de départ, seulement. Ok. Alors, maintenant, il y a 4. On a trouvé 4. Mais par contre, ici, on a trouvé 1. Donc, c'est une erreur. Donc, je marque comme erreur. Ensuite, je prends les K4. Je prends 4 par 4. Je saute chez 4, c'est 4. Et je prends ces 4. Je saute ces 4 et je prends ces derniers. Alors, on a combien de 1 ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a ici 0. Donc, c'est juste. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on passe vers K8. Et on prend 8 par 8. On a pris déjà 6 ici et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça y est, donc on prend seulement ça. Et on compte. On compte, on a combien de 1 ici? On a 1, 2, 3. Un nombre impair. Donc on doit avoir ici 0. Mais par contre, ici, on a combien? On a, pardon, on doit avoir 1. Mais par contre, on a eu 0. Donc cela veut dire que ça, c'est une erreur. On a une erreur au niveau de K8. D'accord? Donc je répète, on a une erreur au niveau de K8. Alors ensuite, on prend K16. D'accord? On prend le reste. Parce qu'on doit prendre 16. Hein, à partir d'ici. Et on compte, on a combien de 1? On a combien de 1 ici? Bien sûr, le K16 est exclu. On ne compte pas le K16. D'accord? Ça veut dire on commence de compter à partir de K16. Donc à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a 1. Donc ça c'est juste. D'accord? Et voilà, on a terminé. Alors on compte les erreurs. Ça, c'est quelle position? C'est 2. Et ça, c'est dans quelle position? C'est 8. Donc 2 plus 8, 2 plus 8, ça fait combien? Ça fait 10. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on a trouvé exactement la position de l'erreur. Donc automatiquement, cela est fait par le protocole de communication, par le logiciel, par le programme qui permet de recevoir les données. Et lorsqu'il trouve qu'ici il y a un 0, il y a des erreurs, il fait la somme, il détecte la position et à la fin, il corrige et met 1 à la place.
D'accord? Parfait. Je pense que cette méthode est claire. Je vais encore continuer vers ce qui reste. Oui. Non, non, on ne traite pas le cas lorsqu'on a des erreurs. Pourquoi? Regardez pourquoi. Parce qu'en fait, je vous explique une chose très très intéressante. Alors, en fait, on n'utilise pas une simple méthode. En fait, on peut utiliser plusieurs méthodes. D'accord? On peut même utiliser le contrôle de parité. Par exemple, ici, si vous avez ici un contrôle de parité de 8, on prend ce code-là, ça veut dire à 7 bits, et on ajoute ensuite soit 0, soit 1. Ça veut dire on va pas utiliser seulement le code Hamin. On va même utiliser le contrôle de parité, juste pour détecter l'erreur se trouve où. Si vous voyez que l'erreur, il y a une erreur qui se trouve ici, automatiquement on applique Hamin dans ce bloc-là, seulement ce bloc. D'accord? Là, vous avez dit s'il y a deux erreurs, oui, donc on peut avoir le cas suivant, où il y a ici 0, et peut-être là il y a aussi un 0, juste à côté. Oui, on peut voir ça. Mais en fait, les méthodes de détection d'erreurs ne sont pas fiables à 100%. Il y a toujours des erreurs. Ça veut dire, si le message a été envoyé avec des erreurs, et on n'arrive pas à détecter l'erreur, automatiquement on demande à l'émetteur de nous retransmettre le message. D'accord? Et bien sûr, il n'y a pas un seul protocole de communication, il y a plusieurs protocoles de communication. Et généralement, ça se fait au niveau de la couche liaison du modèle OSI. C'est là où on fait le contrôle d'erreur. Je répète, il n'y a pas seulement cet algorithme qui fait le contrôle d'erreur, il y a aussi CRC et aussi le code de parité qui sont appliqués sur des portions de messages. Et quand je prends un message qui contient, par exemple, 256 bits, hein, par exemple ici, 256 bits, la probabilité d'avoir plusieurs erreurs est élevée, n'est-ce pas? Mais si je prends un code de 16 bits, un bloc de 16 bits, la probabilité d'avoir une erreur, bien deux erreurs dans 16 bits, c'est la probabilité, on a une faible probabilité. D'accord? Donc je répète, on a ici 2, 4 tout d'abord, 8, 32, 64 et 128 et 256. Alors regardez, quelle est la probabilité ici dans 2 bits d'avoir deux erreurs? Non, c'est 0. On ne pourra jamais avoir deux erreurs dans... pardon, c'est pas 0. On a combien d'ici? On va commencer par 1 bit. Hein, 1 bit, je dis. La probabilité pour 1 bit, c'est 0. Pourquoi? Parce que 1 bit, il est soit 0, soit 1. Donc, on peut avoir une seule erreur au maximum. D'accord? Une seule erreur au maximum. Donc, la probabilité, c'est combien ici? C'est 0. Donc, parce qu'on a un seul bit, on ne peut pas avoir deux erreurs. Mais si vous avez deux bits, quelle est la probabilité d'avoir deux erreurs? Donc, vous vous rappelez du cours que vous avez fait en baccalauréat des dénombrements, des probabilités. Quelles sont les possibilités que vous avez? Soit 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1.
Donc, on a 4 possibilités. D'accord? Voilà. Alors, quelle est la probabilité pour avoir 2 erreurs en même temps? Donc là, il faut calculer. Mais quand même, cette probabilité sera comptée sur seulement sur 4. 4 possibilités, ou bien seulement sur 2 bits. Alors, essayons de comparer. Donc, il faut faire des calculs par la suite. Alors, essayons de comparer cette probabilité avec 2 bits et la probabilité d'avoir 2 erreurs sur 250 bits. Quelle est la probabilité la plus élevée? Oui, c'est 256. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas seulement 4 cas possibles. Et on n'a pas seulement 2 bits. On a 256 bits. Donc soit l'erreur arrive dans les 2 premiers, ou bien dans les 2 deuxièmes, ou bien entre dans le deuxième et le troisième, ou bien le quatrième et le cinquième. Donc il y a plusieurs possibilités de positionnement d'erreur. Ou bien se trouver dans le 0 et dans le 16, dans le quatrième et le 250e, et ainsi de suite. Donc avec 256 bits, on a plus de probabilité d'avoir des erreurs que dans 2 bits. C'est pour cela, le code Hamin, normalement, on doit l'appliquer sur des petites tailles, des données de petite taille. Ça veut dire on peut décomposer, si vous avez un code de 256, on peut le décomposer en 16, ou bien en 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, ou bien 16 bits, 16 bits, 16 bits. Et à chaque portion de 8 bits, ou bien de 16 bits, on calcule, ou bien on détecte l'erreur. Juste dans ce bloc, dans chaque bloc. D'accord? Pourquoi? Parce que la probabilité d'avoir 2 erreurs dans un petit bloc, c'est presque rare. D'accord? Mais quand même, ça n'empêche pas d'avoir des erreurs avec une probabilité de 0,1%. Donc on pourra avoir des probabilités de 0,1%. D'accord? Alors je sais juste que la probabilité d'avoir des erreurs maintenant sur l'infrastructure qu'on a actuellement, c'est une très très faible probabilité. Mais quand même, on doit détecter les erreurs. D'accord, on continue. Alors, il y a certains problèmes de transmission de données. Regardez, on a consommé énormément de temps. Alors, problème de transmission, correction d'erreurs. Alors, nous avons vu comment détecter les erreurs, comment les corriger, mais il reste encore les problèmes liés à la taille des données à envoyer. Supposons qu'on veut envoyer un message de 10 gigaoctets. Bien sûr, cela prend beaucoup de temps qui nous empêchera d'envoyer un autre message. C'est-à-dire, si par exemple vous avez une bande passante, et quand je parle de bande passante, c'est comme si je parle d'un canal de communication. On a le canal suivant, et on a un message, un très grand message de 10 gigaoctets. Il y a 10 gigabytes, je parle de bytes maintenant. D'accord? Et on a un message de plusieurs messages, très petits messages. 2 petits messages par exemple. Donc, si ce message entre au canal, il va occuper presque toute la bande passante. Voilà, c'est 10 gigabytes. Et les deux messages vont attendre jusqu'à les 10 gigabytes, leur libère de l'espace. C'est comme si vous conduisez votre voiture et devant vous, il y a
un remorque ou bien un camion qui occupe toute la route. D'accord? Et qui demande beaucoup de temps pour qu'il soit transféré. Donc, bien sûr, ces deux messages victimes vont attendre jusqu'à la fin de l'envoi de ces 10 gigaoctets parce qu'il occupe déjà le canal. Donc, ça, c'est mauvais, ce que vous voyez. Ce n'est pas une bonne conception de réseau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faudra un mécanisme pour ne pas occuper le support de transmission tout le temps. Comment? Regardez. L'émetteur envoie un message, comme ça. Regardez, il prend beaucoup de temps pour qu'il soit arrivé au destinataire. Et en plus, à la fin, on envoie notre petite donnée, notre petit message. Vous avez remarqué que le petit message a trop attendu, il a attendu beaucoup de temps. Donc, la solution c'est quoi? C'est le découpage du message en trames. Alors, le grand message il sera décomposé en plusieurs morceaux, ou bien qu'on les appelle des trames. D'accord? Des trames. Regardez comment ça se fait les choses. Ah, vous avez remarqué? Alors, le petit message circule avec d'autres petits messages. Donc, sûrement, il va trouver la place pour qu'il soit envoyé. Donc, vous considérez maintenant la situation comme un remorque qui porte des voitures. Un grand remorque qui porte des voitures et qui occupe toute la route. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de laisser les voitures circuler elles-mêmes pour laisser des espaces internes pour les autres messages pour qu'ils soient transportés. Il y a aussi un problème d'interconnexion, ça c'est le problème de transmission. Il y a aussi un problème d'interconnexion. Alors, les problèmes à résoudre. Dans le cas où il y a plusieurs machines, on se pose les questions suivantes. Comment interconnecter les différentes machines? Comment acheminer le message vers le bon destinataire? Comment choisir le meilleur chemin? Comment regrouper et réorganiser les trames reçues d'un même message? Et comment protéger la lecture des messages par les pirates? Comment communiquer avec les différentes machines? Et finalement, encore d'autres questions. Alors, maintenant, comment interconnecter plusieurs machines? Dans le cas où il y a plusieurs machines à interconnecter, on doit choisir ce qu'on appelle une topologie. Parmi les topologies les plus utilisées, on trouve 3. Il y a la topologie en bus, la topologie en étoile et la topologie en anneau. Dans la topologie en bus, il y a un seul fil, un seul câble, où toutes les machines sont branchées sur ce câble. D'accord? Bien sûr, on utilise ici un connecteur en T. Et à la fin, on met du bouchon de terminaison. Ça, c'est une ancienne topologie dans laquelle on utilise le câble coaxial. On a aussi la topologie en anneau, où on crée un anneau de câble, comme ça, et on interconnecte les machines, comme ça. Et qui porte le parole? Il y a un jeton qui tourne, et à chaque fois qu'il voit qu'il y a une machine qui demande d'envoyer un message, il passe vers cette machine. Et lorsque le jeton passe vers cette machine, une autre machine veut transmettre un message, les trois sont bloqués, jusqu'à ce que cette machine remet le jeton sur l'anneau. Lorsqu'elle termine le travail, parce qu'on ne peut pas occuper l'anneau par deux machines. Donc il faut qu'une machine, lorsqu'il veut transmettre les données, il faut qu'elle-même seulement puisse occuper l'anneau. D'accord? Et finalement, il y a la topologie en étoile.
là, on utilise ce qu'on appelle un switch, hein, ou bien un routeur. Maintenant, on utilise le routeur pour interconnecter plusieurs machines. Alors, le routeur ou bien le switch, maintenant, il est intelligent. Lorsqu'il reçoit un message, il y a à l'intérieur une table d'adresse IP ou bien une table de machines. Et lorsque la machine 1 veut envoyer un message à la machine 3, lui, il sait déjà où se trouve la machine 3. Il reçoit le message de la machine 1, il sait déjà toutes les informations sur toutes les machines connectées, il envoie la machine exactement vers la machine 3. Voilà. Toujours comment interconnecter plusieurs machines. C'est quoi un switch? C'est ça. Hein? Bien sûr, vous le voyez. Alors, il permet de lier plusieurs ordinateurs. Il redirige le message vers l'ordinateur du destinataire. Mais comment il peut savoir l'ordinateur de destinataire puisqu'il connecte plusieurs? C'est-à-dire comment le switch peut savoir que le message envoyé par cette machine doit être reçu par cette machine-là, la dernière. Comment il va savoir ça? D'accord? La réponse, c'est grâce à l'entête des trames. Généralement, lorsque le PC1 veut envoyer un message, il n'envoie pas seulement le message, mais il envoie aussi un en-tête. D'accord? À ce niveau-là, on ne va pas détailler l'en-tête parce qu'il contient plusieurs informations, mais on va dire que il contient l'adresse de destinataire. Donc, le PC1 envoie un message vers le destinataire de l'adresse 3. Le message est envoyé vers le switch. Le switch doit consulter une table. Qu'est-ce qu'il contient cette table? Il contient deux colonnes. Dans la première colonne, c'est le port. Il y a combien de ports ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est bien que le PC1 est connecté au port 1. Donc la machine PC1 a l'adresse 1. Et l'adresse 1 correspond au port 1. L'adresse 2 correspond au port 2. Voilà, c'est ça. L'adresse 3 correspond au port 3 et ainsi de suite. Donc lorsque vous voyez un message à l'adresse 3, automatiquement, il cherche ici l'adresse 3. Il sait bien dans quel port il est connecté. C'est le port 3 bien sûr. Et finalement, il envoie le message à travers le port 3 vers l'adresse 3. Maintenant, c'est quoi une adresse et comment la choisir? Là, on parle de l'adresse IP. Chaque machine, regardez, chaque machine possède une ou plusieurs adresses IP. Pas seulement une seule. Parce que une seule adresse IP pour chaque connexion. Une machine pourra être connectée à plusieurs réseaux en même temps. D'accord? C'est pas en même temps, mais je dis parce que ma machine pourra être connectée à un réseau local avec des câbles. Et aussi, par la suite, on peut la connecter à un autre réseau Wi-Fi. D'accord? Ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités. On peut connecter la machine au réseau Wi-Fi ou bien on peut la connecter au réseau câblé. Mais dans chaque réseau, cette machine doit être identifiée par une adresse unique qui s'appelle l'adresse IP. Quand je dis unique, ce n'est pas unique partout, dans tout le monde. Mais il y a deux types d'adresses. Il y a l'adresse locale et l'adresse publique, ou bien l'adresse globale. Alors l'adresse locale n'est connue qu'à l'intérieur d'un réseau interne. Un réseau d'une salle, un réseau d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle une adresse interne. Une adresse externe, c'est tout simplement l'adresse où vous êtes connecté partout dans le monde.
Bien sûr, si je prends l'exemple suivant. Alors, Hamza, vous avez dit l'adresse IP se change quand nous redémarrons le routeur Wi-Fi. Euh, Généralement, oui, oui. Mais toi, tu parles de quelle adresse tout d'abord? Est-ce que c'est l'adresse globale ou bien l'adresse locale? Parce que cela dépend. Je vous montre. Je vous montre un petit truc. La première chose, pour savoir votre adresse IP, vous pouvez lancer la commande CMD, l'avis de commande de Windows. Et vous savez très bien que je suis connecté à un réseau Wi-Fi maintenant, et seulement un réseau Wi-Fi. Donc, on tape la commande IP config, et vous allez voir ici que j'ai plusieurs interfaces de connexion. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voyez? J'ai une carte réseau Ethernet, elle est déconnectée, ça veut dire je n'ai pas de câble, donc, mais quand je branche le câble, quand vous voyez Ethernet, hein, Ethernet ça veut dire un réseau câblé. D'accord? Un réseau câblé. Lorsque je branche le câble, vous allez voir que le média sera connecté. Une carte réseau sans fil, voilà, c'est ça. Une carte réseau sans fil, connexion au réseau local 1. Alors ça, c'est une autre connexion sans fil qui est aussi déconnectée. Encore, j'ai une autre connexion locale sans fil qui est aussi déconnectée. Et on a une carte réseau sans fil Wi-Fi. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez mon adresse IP. C'est ça. D'accord? Alors ça, c'est mon adresse IP. C'est 192.168.0.122. Mais est-ce que cette adresse IP est une adresse IP globale ou bien locale? Non, seulement locale. Pourquoi? Alors, qui m'a donné tout d'abord cette adresse? Qui m'a donné cette adresse? C'est le routeur. Moi, je possède un routeur Inouï, ou bien un routeur Maroc Télécom, ou bien un routeur Orange, ici au Maroc, selon bien sûr l'opérateur que utilisé. Donc c'est le routeur, lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, on vous donne une adresse IP. Et ça, c'est une adresse IP seulement locale. Ça veut dire une adresse IP où vous êtes connu, où vous êtes connu dans le réseau local qui est géré par le routeur Wi-Fi que vous avez dans la maison. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'adresse du routeur. D'accord? Ça, c'est l'adresse du routeur. Par exemple, si je prends cette adresse, ça, 192.168.0.1, je peux aller vers, par exemple, ici, et je peux taper cette adresse. 192.168.0 et 1. Entrez, qu'est-ce que vous allez voir? Même s'il n'y a pas d'internet, vous pouvez voir l'interface du routeur. Donc ça, c'est l'interface pour l'opérateur que j'utilise. D'accord? Ok. Maintenant, si vous voulez savoir votre adresse IP globale, vous pouvez tout d'abord my public IP. D'accord? My public IP. Et là, vous allez trouver quelques sites web qui vous donnent votre adresse IP. Voilà, par exemple, ce site-là. Regardez. Alors, mon adresse IP maintenant, c'est ça. Et en plus, on peut même savoir votre emplacement. Vous êtes où, hein? D'accord? On peut même savoir vous êtes où. Hein? Je peux cliquer pour savoir plus de détails. Bien sûr, il y a des sites qui nous donnent facilement cette information. Voilà, il m'a donné déjà. Hein? Voilà, c'est ça.
il m'a donné le continent, Africa, je suis en Maroc, et actuellement je suis à Casablanca, la longitude et la longitude, la longitude et la latitude que vous voyez ici, dans le map, d'accord? Voilà. Oui. Non, regardez, en fait, dans ma machine, j'ai deux adresses IP. D'accord? J'ai deux adresses IP. J'ai une adresse IP locale, une adresse IP globale. L'adresse IP locale toujours commence par 192. C'est ce qu'on a obtenu ici. C'est ça. Donc, à l'échelle mondiale, cette adresse n'est pas connue. Pourquoi? Parce que je peux trouver plusieurs personnes dans le monde qui ont la même adresse IP. Cette adresse, 192. Ben, je peux trouver plusieurs machines qui portent la même adresse. Mais l'adresse que nous ne devrons pas porter en même temps, c'est l'adresse IP globale. D'accord? Ça veut dire c'est ça. C'est cette adresse. D'accord? Tu veux dire l'adresse IP du routeur. Ça veut dire mon routeur, moi j'ai un routeur Inouï, j'aimerais bien savoir son adresse IP. Hein? Allô, oui, vous m'entendez bien ou quoi? Vous m'entendez pas? Alors, c'est quoi la question exactement pour le routeur? Oui. D'accord, regardez, je vous explique encore. Est-ce que vous connaissez, ça c'est l'adresse IP de quoi? En fait, ça c'est l'adresse IP du routeur. En fait, ce n'est pas la machine. Mais puisque l'étendue de mon réseau Wi-Fi ne peut pas dépasser quelques mètres, au maximum de 15 mètres ou 10 mètres, ben, on considère euh, que la position du routeur est la même position que la machine. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, ce n'est pas la position de la machine, mais en fait, c'est la position du routeur. D'accord? Mais quand même, il y a des logiciels qui peuvent récupérer l'adresse IP de la machine exacte. Donc, vous allez faire ça. Donc, vous allez faire ça dans un cours détaillé de réseau informatique. Je pense l'année prochaine, ou bien en troisième année. Vous allez faire des simulations avec un logiciel qui s'appelle Packet Tracer. Vous allez apprendre comment calculer les adresses IP locales et les adresses IP globales à partir de l'adresse IP d'un routeur. Donc, vous allez faire encore plus de choses. D'accord? Donc, l'essentiel pour nous, c'est juste de savoir différencier entre l'adresse IP locale et l'adresse IP globale. Je répète, on a deux adresses, donc il ne reste que quelques diapos, presque 7 diapos et on termine. Alors, je répète, on a deux types d'adresses IP, les adresses IP locales et les adresses IP globales. Juste pour l'information, pour les gens qui viennent de savoir la première fois une adresse IP c'est un ensemble de chiffres, normalement 4 chiffres séparés par des points. Toujours on trouve 4 chiffres, 4 nombres, c'est pas 4 chiffres, 4 nombres, 1, point 2, point 3 et point 4. Où chaque nombre ne doit pas dépasser 255. Au maximum, c'est 255. Et au minimum, c'est 0. D'accord? Il y a une adresse IP spéciale, c'est le 127.0.0.1. Qui signifie quoi? Qui signifie le localhost. C'est quoi localhost? C'est l'adresse IP locale. Donc, c'est votre adresse IP.
Hein? Bah, vous allez me dire mon adresse IP, moi-même c'est ça. Oui, je vous dis que oui, c'est ça. Et aussi c'est 127.0.0.1. D'accord? Parce que si vous ne savez pas votre adresse IP, vous pouvez remplacer ce que vous voyez ici par 127.0.0.1. En outre, on peut aller vers ici, regardez, vers en bas, vers les réseaux. Ici, voilà, vers les réseaux. J'ai mon réseau ici. Je peux aller vers paramètres de réseau et Internet. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez modifier les options de l'adaptateur. Je peux cliquer ici pour voir ça. Vous voyez qu'il y a un réseau Ethernet, un autre réseau qui est désactivé. Ah, je peux l'activer parce que je vais l'utiliser par la suite. Et il y a un réseau Wi-Fi. Et moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est le réseau Wi-Fi. Alors, je peux cliquer par exemple sur Statut. Et vous avez ici les propriétés de réseau sans fil. Et là, vous pouvez voir sécurité. Si je coche ça, est-ce que vous savez c'est quoi ça? AES. C'est un type de chiffrement. Hein? Un chiffrement symétrique ou bien asymétrique? Yallah. Si vous si vous avez bien compris. Attention. T'es sûr? C'est asymétrique. Pourquoi? Parce que vous allez voir ici mon mot de passe. C'est le mot de passe de Wi-Fi. Donc ici, pour se connecter au réseau Wi-Fi, je donne quoi? Je connais le nom du réseau et je donne quoi? Tout simplement le mot de passe. C'est comme la relation entre l'email et le mot de passe. Alors dans la connexion, le chiffrement symétrique, j'ai seulement le mot de passe. Je n'aurai jamais le code via le nom d'un réseau Wi-Fi ou via le nom d'un email. Seulement une seule information qui est le mot de passe. En outre, je peux aller voir ici les propriétés, toujours de mon réseau Wi-Fi, et aller vers protocole Internet version 4, ou bien TCP/IP version 4. Vous cliquez sur propriétés, et qu'est-ce que vous voyez? Obtenir une adresse IP automatiquement. Donc, quand je mets obtenir une adresse IP automatiquement, cela veut dire que après chaque redémarrage bien après chaque reconnexion, bien après chaque redémarrage de mon routeur ou bien de ma machine, on vous donne une nouvelle adresse IP. D'accord? Donc c'est dynamique. Mais si vous voulez garder une seule adresse IP, par exemple comme ça, donc je peux taper une adresse IP, bien sûr en gardant toujours les deux chiffres, pardon, les deux nombres, 192, 168 et 0 au départ, et on met par exemple ici 2, tout simplement 2. J'ai pas le droit de mettre 1. Pourquoi? Parce que 1 c'est l'adresse IP du routeur. J'ai pas le droit de mettre 0 parce que ça, l'adresse IP qui se termine par 0, ce sont toujours des adresses IP pour tout le réseau. C'est l'adresse IP du réseau. Voilà, je laisse par défaut et je reviens. Alors ensuite, rapidement, il ne reste que quelques diapos. C'est le diapo 229 sur 237. 236. Donc il en reste 7 diapos. Alors l'adresse IP, qu'est-ce qu'une adresse IP? En théorie, il y a 2 à la puissance 32, soit tout cela adresses IP différentes possibles. Et en réalité, il y en a beaucoup moins, car de nombreuses adresses IP sont réservées. Donc il y a certaines adresses IP qui sont réservées. D'accord? Par exemple, l'adresse IP qui vont entre
cette adresse et celle-là sont déjà réservées. Et ces adresses entre ça et ça sont déjà réservées. Et ces adresses entre ça et ça sont déjà réservées. D'accord? Alors, votre adresse IP globale doit avoir une autre adresse IP que ces plages-là. Alors, généralement, on parle de 3 classes, bien de 5 ou 4 ou 3. Mais généralement, ici, on va parler de 4. 4 classes d'adresses A, B, C et D. Alors, pour la classe A, toujours ce nombre-là, en binaire, commence par 0. Si on prend 8 bits, hein, sur le code sur 8 bits, toujours à gauche, on a un 0. Si vous voyez que ce code-là, vous le convertissez en binaire, et vous voyez que là, il y a un 0, ça veut dire que vous avez une adresse IP de classe A. Et de classe A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre-là signifie l'adresse de réseau, et ça, c'est la partie hot ou bien la partie machine. Pour la classe d'adresse B, toujours en binaire, du premier nombre à gauche, vous allez trouver un 0. Donc ça c'est bien la partie réseau, d'accord? Et le reste c'est la partie hot, ou bien la partie machine. En plus, on a les adresses IP de classe C, où les 3 premiers nombres définissent bien la partie réseau, et seulement les derniers qui concernent la partie machine. Alors ici, si on prend par exemple une adresse IP de classe C, d'accord? Et généralement, on va prendre que ces 3 classes, A, B et C. Dans cette machine, pardon, dans ce réseau-là, dans ce réseau de classe C, on peut avoir combien de machines au maximum? Vous savez que ce nombre-là varie, hein, il varie entre 0 et 255, n'est-ce pas? Le 0, impossible de lui affecter à une adresse, à une machine. Donc on ne pourra jamais avoir une machine dont l'adresse IP se termine par 0. Donc si vous voyez qu'il y a une machine, bien une adresse IP qui se termine par 0, cela veut dire que ce n'est pas une machine, c'est tout un réseau. Donc ici, la partie hot, si vous voyez 0, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une machine, mais il s'agit d'un réseau. Et la partie 255, non, c'est une partie réservée pour autre chose. Donc on évite 0 et on évite 255, n'est-ce pas? Donc il nous reste combien d'adresses? Il nous reste 254. Si vous enlevez l'adresse du routeur, il vous reste tout simplement 253 adresses. Donc dans ce réseau, on ne pourra jamais dépasser 253 machines. D'accord? Prenons un exemple. Soit l'adresse IP suivante. C'est une adresse IP de classe C. Pourquoi? Parce que si vous convertissez 192 en binaire sur 8 bits, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver ça. Et ça, c'est 1-1. 1-1, ça veut dire c'est une adresse de classe C. D'accord? Et voilà, c'est bien ça. C'est une adresse de classe C. Si vous avez 1110, c'est une adresse de classe D. Alors tout d'abord, vous avez 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Donc c'est facile de retenir comment on peut savoir si une adresse est de classe C ou non. Si je vous demande par exemple l'adresse suivante. Voilà.
Alors, quelle est la classe de cette machine, de cette adresse IP? Alors, cette adresse IP de quelle classe? De classe A, vous êtes sûr? Alors, vérifions. Prenons la calculatrice. Et s'il vous plaît, regardez ici, sur la calculatrice, je vais écrire un code en décimale. C'est 220 à 212. Et j'obtiens quoi? Donc, c'est de classe. De quelle classe? On a 0, 1, 0, 1, 1, 0. Non, regardez. C'est classe C. Regardez, on a 0. Pardon, on a 0. On a 1, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, 1, 0. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est A, B, C et D. Donc c'est de classe C. Donc c'est simple, donc on prend toujours le premier nombre et on le convertit en binaire. Si on voit, bien sûr, il faut voir si c'est 8 bits ou non. Supposons que je vous donne par exemple notre adresse IP. Voilà. Ça c'est de quelle classe? Donc on compte. $95. De quelle classe? Hein? De classe B. Non, c'est faux. Vous savez, vous êtes piégé, hein? Vous êtes piégé. Parce que je viens de dire maintenant que il faut compter sur 8 bits. Vous avez combien de bits ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, si vous prenez ça, si vous prenez ce code, c'est ça. Vous avez combien de bits? Seulement 7. Pour avoir 8, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ajouter 0 ici. Donc, ajouter 0, donc ça devient quelle adresse? Quelle classe? Oui, c'est la classe A. Parce qu'il commence de 0, par 0. D'accord? Il commence par 0, donc automatiquement c'est la classe d'adresse A. Oui. Non, ça n'existe pas cette adresse IP. Non, ça n'existe pas d'adresse. Jusqu'à maintenant, dans tout le monde, vous n'avez pas trouvé cette adresse. Parce que peut-être, regardez, parce que je viens de dire au maximum, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? C'est 256. Pardon, 255. C'est le maximum. Et si vous allez compter 255, si on la convertit en binaire, qu'est-ce que vous allez trouver? Combien? C'est la limite. Les 8 bits sont chargés. Vous voyez? Donc les 8 bits sont à 1. Donc si vous ajoutez encore, vous allez avoir un overflow. Vous allez dépasser la capacité. Donc finalement, chaque nombre ici est codé sur 8 bits. Bien sûr, il n'y a pas de négatif. Toujours, ce sont des positifs, des nombres signés. Non signés plutôt, non signés. Donc, comme cette adresse est de classe C, cela signifie que les 3 premiers nombres définissent l'identifiant de réseau. D'accord? Et le dernier
définit l'identifiant de la machine, ou bien le host en anglais. Donc on peut dire maintenant que l'adresse 192.168.12.0 est l'adresse du réseau car l'adresse du host est nulle. D'accord, s'il vous plaît, je reviens ici. Donnez-moi l'adresse IP de réseau. Donc sachant que cette adresse IP, regardez, sachant que cette adresse IP n'est qu'une adresse IP d'une machine. Ça, c'est l'adresse IP d'une machine qui appartient à un réseau. Alors, donnez-moi l'adresse IP du réseau. Alors, regardez. Ça, c'est de quelle classe? J'ai dit que c'est une classe, c'est de classe... non, regardez. Ça, c'est réservé. Je viens de dire, là, je parle de l'ancien. 192. Par exemple. Là, pardon, 212. La première. 212, oui, c'est ça. Alors, cette adresse IP de quelle classe? On a dit que c'est de classe C, n'est-ce pas? Et dans la classe C, qu'est-ce qu'on a? On a toujours les 3 premiers nombres pour le réseau et le dernier pour la machine. Donc, pour savoir l'adresse de réseau, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut faire tout simplement 212.217.34 et 0 à la fin. D'accord? Alors maintenant, si vous avez une autre adresse IP, par exemple 10 239 101, voilà. Donnez-moi l'adresse du réseau. Non, c'est faux, c'est faux. Non, c'est pas ça. Alors tout d'abord, avant de trouver l'adresse du réseau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir tout d'abord, cette adresse est de quelle classe? Pourquoi savoir de quelle classe? Pour savoir où sont et où est la partie réseau et où est la partie machine. Parce que si vous voyez que la partie réseau, c'est seulement le premier nombre, toute la partie machine sera à 0. D'accord? Toujours, pour trouver l'adresse IP de réseau, on met à 0 la partie machine. Donc ici, 10 est de quelle classe? De classe A. C'est bien connu, parce que 10, c'est, vous connaissez, 10 c'est tout simplement, c'est 1, 0, 1, 0. Et on va compléter les 4 bits à gauche par des 0. Donc finalement, on aura 0 à gauche. Donc finalement, on peut dire que ça c'est une classe, ça c'est une adresse IP de classe A. Et lorsque vous avez une adresse IP de classe A, ça veut dire que seulement c'est le premier nombre qui définit le réseau. Et tout le reste, c'est pour les adresses, pardon, c'est pour les machines. Donc l'adresse de 0, c'est ça. 10, 0, voilà, c'est ça. 10.0.0.0. Voilà. D'accord? Voilà. Donc on continue. Alors, comme on vient de dire, on a une adresse IP locale et une adresse IP globale. On a bien parlé de ça. Regardez qu'est-ce qui se passe. Vous êtes sur une machine qui est connectée sur Internet. D'accord? Et là, vous avez une adresse IP globale
une adresse IP locale, d'accord? Vous avez en fait deux adresses. D'accord? Il y a ce qu'on appelle un serveur NAT qui fait la translation de l'adresse. D'accord? Alors, en disant quoi? En disant que l'adresse IP locale suivante est en relation avec l'adresse globale suivante. D'accord? Donc, on suppose que ça, c'est l'adresse locale. Lorsque vous envoyez un message au serveur, bien sûr, à l'opérateur, n'oubliez pas que avant de passer au site web, bien, avant de faire la communication à distance, il y a des obstacles à l'intérieur. Il y a plusieurs, il n'y a pas seulement le NAT. Hmm? Il y a un message qui est envoyé vers un port de communication. Par exemple, je prends 1024, par exemple, il y en a plusieurs. Et le serveur NAT, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la translation d'adresse. Vous avez une adresse locale. Qu'est-ce qu'il fait? Il la convertit en adresse globale. Pourquoi? Pour que vous soyez connu au monde extérieur. D'accord? C'est ce que je viens de faire lorsque j'ai tapé, bien, j'ai consulté le site web pour qu'il me renvoie mon adresse IP. C'est ça. Donc, moi, je n'ai que mon adresse locale. Et lorsque j'ai envoyé une requête à notre site web, votre site web ne connaît pas mon adresse locale, mais plutôt il connaît mon adresse globale. D'accord? Donc finalement, on peut dire que l'adresse IP locale, c'est comme la carte d'identité nationale. Et l'adresse IP globale, c'est comme le passeport. Vous avez un passeport, vous pouvez circuler dans plusieurs pays. Ça dépend bien sûr du passeport, mais il y a des passeports où vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Et dans votre passeport, il y a un numéro. Et ça, c'est un numéro où on vous connaît partout dans le monde. D'accord. On parle maintenant sur d'exemples de passeports et cartes d'identité nationale. Oui, regardez, il y a un serveur qui s'appelle le serveur NAT qui contient une table de translation. D'accord? Dans cette table de translation, qu'est-ce qu'on fait? On possède déjà les adresses IP locales, comme par exemple l'adresse IP 10.1.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3. D'accord? Et c'est le serveur NAT qui fait la correspondance entre votre adresse IP locale et votre adresse IP globale. Et là, on considère que ça, c'est l'adresse IP globale. D'accord? Alors, on peut dire maintenant que au niveau de local, quand je dis local, ça veut dire chez vous, à la maison, je pense que vous avez des adresses IP locales. Par exemple, moi, quand j'ai tapé CMD, voilà, c'est ça mon adresse IP locale. C'est ça. Et mon adresse IP globale, c'est telle qu'on a vue sur le site. Mais qui va faire la correspondance entre mon adresse IP locale et mon adresse IP globale? C'est tout simplement un serveur qui s'appelle le serveur NAT. D'accord? Et qui contient une table de translation et qui sait bien, cette personne avec cette adresse IP locale, comment on pourra le connaître à l'extérieur de son réseau. Parce qu'il y a le réseau local Wi-Fi où vous êtes connecté, il y a aussi le réseau Internet. D'accord? Il y a le réseau Wi-Fi, il y a le réseau Internet. Sur le Wi-Fi, vous êtes identifié par une adresse locale, mais sur Internet, vous êtes identifié par une adresse globale. D'accord? Donc, et voilà, on a déjà expliqué ici. Regarde. Voilà, c'est ça. Tu te rappelles pas de ça?
C'est ça le serveur. Et là, on parle d'un serveur physique. Et à l'intérieur du serveur physique, on exécute plusieurs serveurs software, bien logique. Parce qu'il y a le serveur physique, le matériel, qui est une machine très puissante. D'accord? Et à l'intérieur de ce serveur physique, on peut lancer plusieurs programmes qui s'exécutent en permanence, hein, qui ne s'arrêtent pas. Des programmes qui ne s'arrêtent pas et qui sont toujours à l'écoute. C'est comme par exemple le serveur Google. D'accord? Toujours, lorsque vous tapez Google, Google est toujours à l'écoute. Vous envoyez une requête et vous recevez une réponse. Donc, c'est quoi le rôle de serveur maintenant? Le rôle de serveur, c'est de vous offrir une réponse à votre requête. Tout simplement, il vous servir pour vous servir. C'est le serveur. Vous demandez et lui, il répond. C'est ça le serveur. D'accord? Je répète, vous allez voir ça en détail dans le cours de réseau informatique. Alors, il y a aussi l'architecture client-serveur. Dans l'architecture client-serveur, il y a un serveur ici. Il y a plusieurs clients. Chaque client envoie une requête. Il attend une réponse. C'est-à-dire, moi, quand j'ai écrit google.com, il y a un autre serveur. Ce n'est pas le serveur NAT, mais le serveur DNS. Le serveur DNS, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement traduit ce que j'ai écrit ici en adresse IP. D'accord? Par exemple, quand j'ai tapé ici l'adresse IP, cette adresse IP, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un site web. D'accord? C'est ça, c'est un site web, c'est une page web. Donc, même s'il n'y a plus de connexion, même s'il n'y a pas de connexion Internet, chez moi, il faut juste avoir une connexion réseau, sans fil. Il faut juste que vous soyez connecté. Et pour plus de détails, il y a deux connexions ici. Connexion entre ma machine et mon réseau local, et une connexion entre le réseau, bien mon routeur, bien mon réseau local, et Internet. D'accord? Alors, si j'ai pas cette partie-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux plus entrer dans les sites web Google, Gmail et ainsi de suite. Je ne peux pas y accéder. Mais je peux accéder au site web de mon routeur parce que il est hébergé à l'intérieur de mon routeur. Voilà, comme vous voyez ici. Donc, même s'il n'y a pas d'internet, je peux accéder à ce site web en tapant un mot de passe et en naviguant sur. Je peux modifier les paramètres même. Vous voyez? Je répète, même s'il n'y a pas d'internet, je peux voir ça. Alors ensuite, regardez. Supposons qu'un ordinateur qui possède l'adresse IP suivante, supposons que le client, ça s'appelle un client, veut bénéficier du service web. C'est quoi le service web? C'est le service qui vous permet de voir les pages web. D'accord? Regardez en détail. Par exemple, si par exemple j'exécute un programme ici, et ça vous allez voir ce que je vais juste donner un exemple, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais lancer un serveur web et on va bénéficier du service de ce serveur web. D'accord? Alors, on va attendre quelques instants.
Alors, on a trop tardé aujourd'hui, hein. D'accord. J'espère que ça soit lancé. Et je reviens ici. Alors, ça c'est le client. Le client veut bénéficier du service web. Et il n'y a pas un seul service dans un serveur. Donc, sur un serveur, on peut installer plusieurs services. D'accord? Plusieurs services. Ces services sont toujours en permanence. Toujours ne s'arrêtent pas. Et pour chaque service, on lui connecte à travers un port. Par exemple, le service web, on peut lui connecter à travers le port 80. Et ce 21. Et le service messagerie utilise le port 25. Et bien sûr, dans tous les serveurs, il faut mettre une adresse IP fixe. D'accord? Toujours. Adresse IP fixe. Alors, dans ce serveur, le serveur, il possède déjà une adresse IP. C'est ça. Lorsque vous demandez le service, par exemple, lui, il possède plusieurs services. Pas seulement le service web. Il a le service fichier, le service messagerie, encore plus. Il a tout ça. Mais pour spécifier quel service vous demandez, il faut mettre deux points et ajouter 80. Pourquoi 80? Parce que c'est le service web. D'accord? Parfois 80 et parfois 80-80 pour les applications web. Alors, je vous montre un exemple. Voilà, donc ce client, il envoie cette demande et automatiquement, le serveur, si le client veut bénéficier encore du service fichier, il envoie toujours la même adresse IP de serveur et suivi de 21. Si on veut bénéficier du service de messagerie, on écrit l'adresse IP de serveur, puis 2.25. D'accord? Et mais la méthode de communication diffère d'un service à l'autre. D'accord? Regardez. Ça, c'est un programme écrit en Java et tout. Je vais tout simplement lancer un serveur. Regardez, il est en cours de lancement. Alors, j'ai fait quoi? Si j'ai considéré ma machine comme étant un serveur et un client en même temps. La machine, si bien sûr vous c'est ça, normalement. Ça, c'est l'adresse IP de ma machine locale. Ça, c'est le développement avancé. Il y a la programmation avancée que vous allez la faire au niveau de master, 4e année et 5e année. Et là, regardez ce que je vais faire. Alors, il y a un serveur qui est lancé, n'est-ce pas? Et je vais écrire mon adresse IP. Deux points. Je sais bien que le service que je viens d'écrire tout à l'heure fonctionne sur le port 80-80. Donc, quand je tape entrée, qu'est-ce qu'il m'a écrit? Il m'a écrit accueil. Si vous voulez quelque chose exact, je peux mettre ici professeur par exemple. Voilà, il me demande de saisir le code du professeur et ainsi de suite. D'accord? Pour entrer. Si vous voulez étudiant, voilà, aussi il vous demande de saisir le code d'étudiant et entrer. Si j'arrête, voilà, j'arrête le serveur, il y a le service, hein, c'est pas le serveur. J'arrête le service. Regardez, je vais faire la même chose qu'auparavant. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a donné? Voilà. Il me donne que le service n'existe pas. Alors, à la place d'écrire mon adresse IP comme ça
Si vous ne connaissez pas votre adresse IP, vous pouvez écrire 127.0.0. Et vous recevez la même chose. Ou bien vous pouvez écrire directement localhost, comme ça, en texte, localhost. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a un nom de ma machine par défaut qui s'appelle localhost. Et il y a une correspondance avec une adresse IP. Donc on peut dire que, par exemple, localhost, c'est la même chose que 127.0.0.1. Voilà, c'est la même chose. Et aussi, on peut trouver que www.google.com, il a aussi, je sais pas, une adresse IP 56. Sincèrement, je sais pas l'adresse IP de Google. D'accord? Peut-être, hein, je dis peut-être, hein. Mais sincèrement, je ne sais pas l'adresse IP de Google. D'accord? Dans les sociales, on sait déjà google.com, c'est ce qu'on sait. Alors, maintenant, mais la méthode de communication diffère. Ça veut dire la façon avec laquelle je communique avec le service 80, ce n'est pas la même qu'avec laquelle je communique avec le service 21 et le service 25. Alors, c'est quoi ça? Vous avez 3 services. Je considère que chaque service parle une langue différente et fait des tâches différentes, d'accord? Je suppose que le premier service parle anglais, le deuxième parle arabe, le troisième parle chinois. Donc, avec chaque service, je dois avoir un protocole de communication. D'accord? Je suis une machine cliente, je ne dois pas utiliser le même protocole avec les 3 services. Sinon, ça ne marche pas. Alors, en fait, c'est quoi un protocole? Un protocole est une série d'étapes à suivre pour permettre une communication harmonieuse entre plusieurs ordinateurs ou périphériques liés en réseau. Internet est un ensemble de protocoles regroupés sous le nom TCP/IP. Donc TCP/IP, c'est le protocole le plus important. Voici une liste non exhaustive de différents protocoles qui peuvent être utilisés. Par exemple, on a le protocole HTTP. C'est celui qu'on utilise pour consulter les pages web. D'accord? Bien sûr, toujours lorsque vous lancez quelque chose là, alors ça c'est en local. Si vous consultez par exemple Google, bien sûr là, il est caché derrière le mot HTTP. Donc il est caché. Mais quand même, pour accéder à une page web, il faut utiliser un protocole. Protocole HTTP par exemple. C'est pour accéder aux pages web. Il y a aussi le protocole FTP, qui est un protocole utilisé pour transférer les fichiers. On a aussi SMTP, qui est un protocole utilisé pour envoyer les emails. Un protocole POP, c'est le protocole utilisé pour recevoir les emails. Telnet est utilisé surtout pour commander des applications côté serveur en ligne de commande. Et finalement, le protocole IP, qui permet d'attribuer une adresse IP au client lors de la connexion. Voilà, donc c'est tout pour ce cours. C'est la fin de notre cours de cette année. J'espère qu'il soit bénéfique. Et rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi prochain pour faire les exercices. Donc le vendredi prochain, on pourra même aller jusqu'à 18h30. Et même jusqu'à 18h45. Parce que cela demande un minimum entre 2h et 2h30 d'exercice. D'accord ?